Suite de notre bilan de la saison 2023-2024, la deuxième partie avec les 10 derniers clubs. Pour rappel, si vous n'avez pas vu la première partie, on prend tout simplement les clubs par ordre alphabétique et puis on les classe selon ces 5 colonnes: excellent, satisfaisant, moyen, décevant ou saison ratée. On est avec toute la team Malick 2, Julien Parisot, Karel Weick et Étienne Comte en ma compagnie pour débattre de la saison de nos clubs. Et puis, Karel, ça va te plaire, c'est début de deuxième partie. Et aux supporters grenoblois, puisqu'on en est au GF38, qui a terminé la saison à la 11e place avec 51 points. On garde le même procédé que dans la première partie. Julien, dans quelle colonne classes-tu Grenoble? Moyen. Karel? Décevant. Étienne? Décevant. Eh bien, ce sera décevant pour moi également. Désolé, Julien. Décevant pour Grenoble. Cette saison, Karel, je te donne la parole en premier. Tu es un peu notre expert GF38 sur ma Ligue 2. Décevant parce que décevant en fait, comme alors dans une mesure différente, mais comme pour Concarneau, décevant parce que ce qu'on en voit dans un premier temps te laisse espérer beaucoup mieux. C'est ça qui fait que c'est décevant et qu'on est déçu en l'occurrence à la fin, parce que cette première partie de saison, voilà, on parle d'une équipe qui est restée dans le top 5 pendant 25 journées, qui à un moment était prétendante au top 3, prétendante même très sérieuse au top 3, qui était beaucoup plus maîtresse de ses adversaires dans le jeu également. C'était pas dû au hasard, c'était pas que des victoires 1-0. Donc voilà, il y a toujours eu cette incapacité parfois à faire preuve de réalisme, mais il y avait quand même un effectif pour moi qui est l'effectif du GF38 le plus qualitatif depuis sa remontée en Ligue 2, et au final tu fais 51 points, tu fais 11e. Comme l'année dernière, c'est ça? C'est ça, il y avait 51 points aussi l'an passé. Tu fais pas mieux que l'an passé, alors que la première partie de saison laissait présager quelque chose de beaucoup mieux. Donc pour toutes ces raisons, décevant. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, décevant parce que franchement, pour moi, Grenoble, avec la première partie de saison, je voyais pas comment ils pouvaient rater le top 5 cette année. Honnêtement, pour moi, c'était limite le candidat le plus sûr, entre guillemets, du top 5. Enfin, clairement, ils étaient sur plutôt une bonne dynamique. C'était pas toujours flamboyant, mais c'était toujours solide. Et puis finalement, la machine, elle s'est déréglée. Cette solidité, ils ont fini par la perdre. Offensivement, ils ont aussi un peu perdu le fil, alors que sur la première partie de saison, ils se créaient beaucoup d'occasions. Ils se sont complètement remis en question. On a même vu des matchs comme Grenoble-Laval où Grenoble n'avait aucun tir cadré. Enfin, voilà, c'est décevant de voir comment Grenoble s'est tiré une balle dans le pied énorme et a fini vraiment dans le dur. Et il a fallu essayer de changer de coach pour secouer tout le monde et pour éviter le pire et pour éviter carrément de se faire peur pour le maintien. Laurent Perlade a accepté de faire une mission maintien intérim de 9 matchs. C'est tout à son honneur. Il a maintenu le club largement, entre guillemets. Donc, mission réussie. Mais c'est décevant dans le sens où, en début de saison, je comprends, Julien, le moyen, parce que on peut dire que Grenoble, ça reste c'est pas encore un vrai candidat déclaré en début de saison au top 5. Mais quand tu prends le déroulé de la saison, tu es obligé d'être déçu, je trouve, du classement final, quoi. Tu m'as volé mon argument, donc j'en dirai pas plus. Non, ça. Bon, on est d'accord en tout cas pour dire que la saison du GF était décevante. Meilleur joueur de la saison de Grenoble, Karel, je commence par toi. Tu mettrais qui? Grosse hésitation entre Jesse Benet et Théo Valls, mais je vais quand même dire Jesse Benet malgré la blessure. Qui est d'ailleurs revenu plus rapidement que prévu, puisque on craignait fin de saison. Il a réussi à revenir pour les 2 derniers mois de compétition. Donc, bravo à Jesse Benet. Étienne? Benet, parce qu'on a bien vu la différence avec et sans. Julien? Jesse Benet. Bon, bien, j'hésitais avec Dante Rigo, moi, quand même, Karel. Je trouve au milieu de terrain aussi. Dante Rigo qui a fait une énorme première partie de saison, et puis il n'avait pas vraiment de doublure. Je pense que la phase allée l'a cramé parce que c'était le joueur qui jouait le plus, donc il a souffert de ça. Mais sinon, très bonne pioche pour le GF quand même. Je suis d'accord pour dire Jesse Benet dans l'impact qu'il a sur le jeu, et petite mention spéciale donc à Dante Rigo qui a joué quasiment tous les matchs du GF. On passe à Guingamp, messieurs. Guingamp, Julien? Guingamp pour moi, ouais, c'est dur.
Non, Pas facile. je dirais, à ce compte-là, franchement, je dirais décevant. Karel. Décevant aussi. Étienne. Décevant également. Ok, moi je partais plus sur du moyen, mais je me range à la majorité. Guingamp, saison décevante. Bah tiens, Étienne, pourquoi décevant? Parce que c'est la fin d'un autre cycle de 3 ans, celui de Stéphane Dumont. Et finalement, cette équipe n'a pas progressé par rapport aux 2 années précédentes. Alors qu'il y avait quand même un potentiel offensif très intéressant avec Guillaume, El Ouazzani, Picard, Sagna, Siwe aussi, qui faisait des rentrées pas Merguem. mal. Merguem également, voilà. Donc, je pense que cette équipe devait faire au moins mieux que les années précédentes et finalement, elle fait un petit peu moins bien. Guingamp qui nous a habitués à faire des bons sprints à la fin de saison, là, finalement, c'est un peu affaissé. Donc, finalement, non, il y a pas de progression et ça se finit un peu sur une déception, ce cycle à Guingamp. En fait, j'étais parti sur moyen, mais tu m'as carrément convaincu du décevant. Ah, ben, Franchement, tes arguments, ils sont implacables, je trouve. Quand tu égrènes comme ça le potentiel offensif. Et pour rappel, donc Guingamp qui a terminé 9e avec 51 points et qui avait fait 6e et 6e les 2 premières années avec Stéphane Dumont. C'est pour ça que tu parles de manque de progression au classement. On attendait effectivement Guingamp, pourquoi pas jouer le top 5. Julien ou Karel, est-ce que vous avez d'autres arguments à ajouter ou est-ce que je trouve qu'Étienne a parfaitement résumé la situation, mais peut-être avez-vous C'est encore ça. d'autres faits marquants Non, de mais- la saison de Non, mais Guingamp? si on met Grenoble en décevant alors qu'ils n'étaient pas prévus, enfin, c'était pas vraiment leur objectif de monter cette année, Guingamp, pour le coup, ça l'était. Donc, décevant, c'est logique. Meilleur joueur de Guingamp, selon vous, Julien? Ça va se jouer. Allez, j'ai bien aimé Donatien Gomis, voilà. On va dire ça. Karel? J'hésite entre Merguem et El Ouazzani, mais je vais dire El Ouazzani. Étienne? Gomis. Ouais, moi j'étais parti sur Donatien Gomis aussi. Je trouve qu'on a bien vu la diff quand il n'était pas là aussi. Malheureusement, quand il a manqué quelques matchs, je trouve que ça a joué aussi sur le manque de solidité défensive. Et puis, juste en facteur atténuant pour Guingamp, je pense à ça, mais ils ont quand même été assez maudits avec le poste de latéral gauche notamment, avec Lenny Vallier qui s'est C'est fait les vrai. croiser avant même le début du championnat. Oui. Abdallah Ndour qui a été gravement blessé aussi au cours de la saison. Aymen Ben Mohamed qui revenait lui-même des croisés, forcément c'était compliqué d'enchaîner. Donc bon, ils n'ont pas eu de chance sur ça et ça explique pas tout parce que c'est le poste de latéral, mais c'était un petit facteur atténuant, pardon. Le stade Lavallois, messieurs, place au stade Lavallois, Julien. Pour moi, ça se joue quelque part entre excellent et satisfaisant. Au final, ils sont bien rentrés dans le rang, mais allez, je vais dire excellent parce que je sens qu'on va les mettre un cran en dessous. 7e avec 55 points, le bilan final de Laval. Karel? Satisfaisant en l'occurrence pour moi. Étienne? Satisfaisant. Eh bien, tu avais bien vu, Julien. Tu as bien vu. Ce sera satisfaisant pour moi également. Et je te laisse la parole, Julien, du coup, pour parler de la saison des tangos. Il faut quand même rendre hommage un petit peu à Laval qui, en tant que promu l'an dernier, se maintient à la dernière seconde de la dernière journée, on en a assez parlé, et qui, là, a longtemps déjoué tous les pronostics et joué très très haut, qui pouvait encore on va dire jusqu'à la J30, rêver de J30, J32, rêver de manière réaliste, au moins au play-off. Bon voilà, on va noter aussi que cette deuxième partie de saison a été décevante. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer justement de cette leçon pour le Stade Lavallois qui est reparti avec des grosses ambitions, si j'ai bien compris, d'après le président. Donc avec aussi le coach qui prolonge. Donc moi j'aime bien ce club. J'ai l'impression qu'il va dans la bonne direction et que chapeau les tangos. Karel, Étienne, quelque chose à rajouter à ce bilan? Ouais, il faut souligner que le Stade Lavallois, même s'ils sont maintenus à la dernière seconde de la saison précédente, ils ont préparé la saison de façon excellente avec un recrutement qui s'est fait hyper vite, qui a été bien ciblé, voilà, une équipe bien construite pour jouer un style de football bien particulier. Donc non, c'était
c'est une saison qui a été plutôt rondement menée de la part des dirigeants et du coach. Donc voilà, c'est à souligner. Après, ils avaient peut-être quelques limites au niveau individuel pour tenir la distance, mais sinon, non, il n'y a que des choses positives à dire ou presque. Ouais. Pour moi, simplement, la frontière entre excellent et satisfaisant, c'est juste que ils étaient dans le top 5, c'était excellent. Enfin, s'ils avaient réussi à accrocher ce top 5 où ils ont été ils ont été leaders 11 journées, hein, Laval. Leader 11 journées en première partie de saison, hein. Comme on l'oublie un peu parce que c'était il y a un petit moment, mais voilà, c'est pour ça que pour moi, il y a une mini déception du fait de pas avoir Laval accrocher le top 5 parce qu'ils ont été très, très, très longtemps dans le top 5. C'est pour moi la seule frontière entre excellent et satisfaisant. Voilà, mais sinon, saison très, très, très positive. Meilleur joueur, Julien? Pour ma part, ouais, j'ai envie de dire Thibaut Vargas. Meilleur passeur du club, du coup, et quasiment meilleur passeur, l'un des meilleurs passeurs du championnat. Karel? J'avais envie de partir sur Thibaut Vargas aussi. Tu peux, je hein. vais aussi dire Thibaut Vargas. Étienne? Ouais, Vargas aussi. Ouais, bah allez, bah moi pour changer un peu, je vais citer Sam Sana parce que c'est vraiment un joueur de l'ombre, mais c'est un joueur hyper fiable qui fait quasiment tous les matchs de la saison, qui est omniprésent au milieu de terrain, qui marque ses deux trois petits buts chaque saison, qui fait un bien fou au milieu de terrain. C'est pas celui qu'on voit le plus, mais je trouve qu'il est indispensable dans l'équilibre de cette équipe. Donc évidemment Vargas, mais je voulais signaler aussi la saison de Sam Sana et puis Tchokounté, l'éternel Tchokounté, hein, très très important, toujours en pointe. Le Paris Cherny FC. aussi, hein. Pardon. Ouais, c'est vrai. Amine Cherny aussi, qui a été très bon de l'autre côté. Tu as tout à fait raison. Le Paris FC, du coup, messieurs, pour toi, Julien. Le PFC, c'est satisfaisant pour moi. Karel. Satisfaisant aussi. Étienne. Satisfaisant. Eh bien, ce sera un quatuor de satisfaisant pour le club de la capitale, Karel. Pourquoi satisfaisant pour Paris? Parce que c'était pas bien parti, déjà dans un premier temps. On a tendance un peu à l'oublier. Je le dis, la difficulté avec, je trouve, ces bilans de fin de saison, c'est qu'on reste quand même sur l'impression des derniers mois, mais le Paris FC était quand même pas bien parti du tout. Était avec un coach qui en était à sa première saison en tant qu'entraîneur principal, même si l'expérience en tant qu'adjoint était quand même conséquente. Donc voilà, Stéphane Gilly, je trouve, qui a réussi quand même à avoir son groupe derrière lui. Ça a été sa grande force. Je trouve qu'on a tout de suite vu un lien avec son effectif qui était assez fort. Je pense que c'est ce qui lui a permis aussi de traverser un peu la tempête de ce début de saison. J'ai en tête par exemple le match à Grenoble où ils perdent 2-0 et je trouve que c'est très sévère quand même dans le contenu parce qu'ils avaient été plutôt bons et malgré ça ils ont réussi à garder le cap et à pas perdre la tête. Et cette deuxième partie de saison, il y a une série d'invincibilité aussi, je crois, d'une dizaine de matchs avec beaucoup de matchs nuls, mais surtout leur force, je trouve, c'est qu'ils ont été capables d'accélérer dans le sprint final là où il y a beaucoup d'équipes qui se sont écroulées, qui ont un peu cédé sous la pression. Eux sont restés sûrs de leur force. Donc bravo au Paris FC pour cette belle saison satisfaisante. Bon, un beau résumé. Je pense que tu as quasiment tout dit. Salut aussi Stéphane Gilly, première saison sur le banc. Et là aussi, qui a su garder le cap malgré, tu l'as dit, un départ très, très, très compliqué avec quelques circonstances atténuantes. Paris qui a joué ses 4 premiers matchs à domicile délocalisés à 3. Il y a eu beaucoup, beaucoup de blessures aussi. Parfois une dizaine de joueurs à l'infirmerie. Et malgré tout, Stéphane Gilly qui a eu complètement l'adhésion du groupe, qui n'a jamais perdu cette adhésion et qui a proposé aussi un plan de jeu assez séduisant. Meilleur joueur de la saison, je pense qu'on va peut-être tous être d'accord, il y a des chances. Si je dis Ilan Kebal, est-ce que quelqu'un d'autre a un nom à proposer? Non. Bon, on est d'accord. Ilan Kebal, voilà, qui a encore réalisé une grosse saison et qui a manqué en play-off, hein, malheureusement, blessé lors de la dernière journée et qui sur la pelouse de Bastia et qui a beaucoup manqué lors du play-off avec ce scénario rocambolesque à Rodez et cette séance de tir au but malheureuse pour Paris. La saison du Pau FC désormais, messieurs. Julien. Pau, pour le fait qu'ils ont dépassé les attentes, je les aurais presque mis dans excellent. Après, je pense aussi que ça va attendre un peu plus vers le satisfaisant, mais ouais, en tout cas, ils n'auraient pas fait tâche en excellent. Karen. Satisfaisant. Étienne. Ouais, je suis assez d'accord avec Julien. Satisfaisant, mais
peut-être excellent aussi parce qu'ils ont dépassé les attentes et qu'en plus ils ont fait un peu le spectacle toute l'année, quoi. Ça, voilà, et des équipes comme Pau, ça rend le championnat beaucoup plus sympathique. Donc voilà, j'ai envie de donner une prime à ça. Franchement, j'étais parti sur satisfaisant et je suis plutôt d'accord de dire que alors le classement final c'est quand même 10e hein, pour le Pau FC, à 51 points comme Guingamp de Grenoble. On a mis Laval dans les satisfaisants. Est-ce que ça vous choque de voir Pau du coup en excellent alors qu'il termine 10e? C'est pas choquant. Est-ce qu'on y va pour excellent du coup? Bon, allez, soyons fous. Soyons fous. Ça dépend de qui on mettra après, quoi. On va dire. Ah ouais, d'accord. Ok. Il y en a qu'une qu'on mettra après, je pense. Oui. Ouais, je pense aussi. Et ça dépend de Rodez, en fait. Bah, pour moi, Rodez, c'est excellent. Hein. Oui. Ok. On est d'accord que d'aller jusqu'en Playoff 2, je pense qu'on sera en excellent aussi sur Rodez. On anticipe, mais oui, mais franchement, ton argument en fait, j'étais pas convaincu, mais ton argument, Étienne, la Ligue 2 a besoin d'équipes comme ça, je trouve que, en fait, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'a fait pencher parce que on a envie de récompenser aussi une équipe comme le Pau FC. Alors, de base, ils jouent le maintien. Ils obtiennent largement leur objectif et en plus avec 51 points, ils dépassent la barre des 50 points. Donc rien que pour ça, c'est évidemment très satisfaisant. Et en plus de ça, le petit switch, pas forcément le côté classement parce que à un moment donné, Pau aurait peut-être aussi pu s'inviter dans le top 5, mais le côté on s'est jamais ennuyé devant un match de Pau. Ouais. Franchement, il y a toujours eu des scénarios de dingue. Il y a eu des joueurs de fou avec Moussa Silla, avec Boutaïb, avec Baswamina, avec Henri CV. Enfin, franchement, il y avait vraiment eu plein de choses positives et j'avoue que c'est cet argument-là qui m'a convaincu, Étienne, de switcher. Mon seul hic, si on met Pau en excellent, c'est qu'un club qui est depuis plus longtemps que Laval en Ligue 2, qui finit derrière Laval au classement, et voilà, tu vois, c'est mon seul point négatif à les mettre. Après, on invitera les gens à écouter nos arguments. Bien sûr. Parce que finalement, en fait, l'argument, c'est aussi de dire que alors Laval a joué avec ses armes, mais pour moi, il y a deux dynamiques différentes. Laval, c'est une équipe qui pouvait vraiment finir dans le top 5, qui a été très longtemps même leader, on l'a dit, alors que Pau, finalement, ils n'ont jamais vraiment été, ils ont peut-être été quelques fois 5e, mais ils n'ont jamais été installés dans ce top 5. Et finalement, il y a aussi, moi, le côté, comme l'a dit Étienne, le côté spectacle, etc., qui rentre en ligne de compte. C'est vrai que Laval, c'était un peu plus minimaliste, c'était plus un 4-5-1. Ils ont marqué beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, etc. Pau, on récompense aussi l'audace dans le jeu, aussi, quitte à se déséquilibrer, à encaisser beaucoup de buts, mais à marquer aussi énormément de buts. Et c'est vrai que ça a fait du bien au championnat de cette saison de Pau. Non pas que Laval fait du mal au championnat, bien au contraire, mais c'est pas les mêmes styles et voilà pourquoi, si certains se demandent, on les invitera du coup à écouter notre argumentaire. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la saison de Pau. On a tout dit. Je suis très sensible à l'argument du spectacle, en effet. Donc, excellent du point de vue des observateurs, ça ne me choque pas. Après, peut-être que du point de vue de Pau et de ce qu'ils attendaient aussi de cette deuxième partie de saison, même s'ils n'étaient pas programmés pour le top 5, ça serait plus satisfaisant parce que je trouve que défensivement, quand même, c'était quand même très friable et c'est cet aspect-là, moi, qui me faisait les mettre dans satisfaisant. Non pas que j'attends une saison immaculée de la part de Ouais, et je reprends ton argument aussi, Karel, c'est qu'on reste aussi sur l'impression, je crois qu'ils finissent sur 4 défaites d'affilée quand le maintien était acquis et que le top 5 était un peu plus loin. Et forcément, on est aussi, ils finissent 10e parce qu'ils finissent sur 4 défaites, parce qu'ils se relâchent un peu, ce qui est totalement logique. Mais au-delà de ça, c'est vrai que toute la saison, ça a quand même été assez excellent. Voilà pourquoi Pau est avec Angers et Auxerre. Meilleur joueur pour toi, Julien, rapidement? Meilleur joueur pour moi, je vais peut-être être un peu avis de hipster, mais l'immense Khalid Boutaïb. Pas de souci, il a fait une très belle saison. Karel? Moi, pas original, mais je vais dire Moussa Silla. Étienne? Moussa Silla aussi, 15 buts. Moi aussi, je trouve que Moussa Silla a vraiment fait une très grosse saison, mais je valide aussi Boutaïb, j'adore ce joueur. On salue Khalid. QRM, les gars. Ça va se jouer entre décevant et saison ratée, je pense, Julien. Je vais mettre saison ratée et j'expliquerai après
mon avis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Karel? Décevant. Étienne? Saison ratée. Ouais, et bah pour moi aussi, saison ratée. Pour moi aussi. Et vas-y, Julien, dis-nous pourquoi. Pourquoi on les met derrière Concarneau alors qu'ils finissent sensiblement à la même place? 18e. 18, ouais, avec 38 points également. Ouais. Voilà, ça se joue à rien. Pourquoi? C'est parce que même si tu as beaucoup de départs à l'été dernier, tu as quand même, je sais pas, tu as cette dynamique Ligue 2 qui est enclenchée. Tu as fait une super saison l'an dernier avec Olivier Chouafny qui est prolongé très très tôt, qui fait son mercato quand même relativement tôt aussi, j'ai l'impression. La dynamique sur la phase aller, elle n'est pas bonne. Il y a beaucoup de défaites, de matchs nuls qui se transforment jamais en victoire. Et au final, ils ont traîné ce boulet toute la saison parce que ça s'est poursuivi aussi avec le coach Garcia. À chaque fois, les stats disaient que QRM devait marquer plus de buts, en encaisser moins. À chaque fois, ils sous-performaient partout. Donc, c'est pour ça que la saison est ratée. Et c'est pas que je déteste QRM, au contraire. Franchement, moi, j'ai trouvé qu'ils proposaient des trucs cohérents. Le problème, c'est que voilà, dans tous les secteurs, ils ont été en déficit par rapport à ce qui était attendu d'eux. Et à un moment, il faut peut-être aussi soit changer ton fusil d'épaule, même si on va pas reprocher ni à Echouafni ni à Garcia d'avoir voulu continuer avec leurs idées et ne pas abdiquer. Je trouve quand même que QRM devait faire mieux un petit peu sur tous les plans cette saison et que ouais, les voir descendre alors qu'ils proposaient un jeu quand même qui est très très intéressant, je trouve, pour un club de bas de tableau qui allait jouer son maintien. Bah ouais, je suis triste, voilà, pour Giroud en métropole. Ouais, moi, je te rejoins sur le côté pourquoi saison ratée, parce que je pense que QRM avait vraiment une équipe pour faire mieux, le potentiel de faire mieux. Et le facteur atténuant, c'est que malheureusement, ils sont obligés de changer beaucoup de joueurs pendant l'été parce qu'ils ont beaucoup de prêts aussi également. C'est un club qui fonctionne beaucoup au prêt. Et c'est vrai qu'ils ont renouvelé beaucoup leur effectif et ça a inquiété Olivier Chouafny. Hein. Étienne, tu l'avais eu en interview, ça l'inquiétait. Et les inquiétudes ont été à juste titre fondées. Mais oui, pour moi, QRM, surtout que QRM sortait d'une saison vraiment enthousiasmante. Et justement, on avait envie de. Alors, on savait que QRM allait plutôt lutter pour son maintien, mais pour moi, QRM, voilà, c'était la 3e saison en Ligue 2. Ça commençait à être un club où on n'avait plus forcément aussi peur pour eux. Et c'est là aussi où je trouve que c'était vraiment une saison ratée, malheureusement. Puis en plus, bah, je pense qu'ils ont été relégables quasiment tout le temps, en fait. J'ai pas la courbe sous les yeux, mais honnêtement, ils ont mal commencé, ils ont mal terminé. Je ne crois pas qu'ils aient déjà été quasiment au-delà de la zone de relégation. Donc, moi, j'ai vraiment une saison ratée. Ils sont 18e à partir de la 2e journée et ils n'ont jamais été plus ça. Dur. Ils n'ont jamais été plus haut que 18e. Ah non, c'est trop dur. Ah ouais, donc ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment une saison. Ouais. Ils ont eu un début de saison très dur parce que le calendrier était très compliqué. Ils ont joué des équipes assez fortes et du coup, ils ne sont jamais relevés de ça, malheureusement. Ouais, non, mais ça illustre tout. Quand tu n'arrives pas à passer la 18e place sur toute la saison, bah, c'est que tu as raté sa saison. Et pourtant, on a vu des très belles choses dans le jeu, etc. Mais défensivement, c'était une catastrophe. Et de toute l'équipe, hein. Je ne parle pas que des défenseurs ou du gardien, mais le bloc équipe, il n'a jamais existé. Le nombre de matchs où ils avaient des fois 2 buts d'avance, on savait très bien qu'ils allaient se faire attraper. C'était dingue. On se le disait des fois pendant le multiplex où ça allait sauter aux yeux. Que ouais, ça a été malheureusement une saison sans pour QRM. S'il fallait retenir un joueur malgré tout, ressortir un joueur, Julien? Oui, Koulibaly qui pour le coup m'a beaucoup plu. Ça se battait avec Soumano, mais qui a vraiment disparu sur la phase retour. Ouais. Karel? Moi, j'ai envie de dire Camara. Ouais, c'est vrai, pas mal. Mamadou Camara qui a fait quelques bonnes perfs. Étienne? Moi, j'aurais dit Soumano. C'est vrai qu'il n'a pas été régulier, mais après, personne n'a été régulier dans cette équipe. Donc. Non. Ouais. Moi, j'aurais dit Noah Kadiou qui fait partie des révélations au milieu de terrain, qui venait du niveau inférieur et je trouve qui a gagné sa place et qui était souvent l'un des plus réguliers. Mais sinon, Sambou Soumano également, j'aurais penché pour Sambou Soumano qui a bien confirmé ce qu'on avait vu de beau à Rodez. Et justement, on arrive sur Rodez. Incroyable cette autopasse décisive. Est-ce qu'on peut… Non, il n'y a pas de suspense. Ça sera excellent, je pense, pour tout le monde. Ouais. Pour moi, oui. Ouais.
On est d'accord. Rodez, donc, qui a complètement dépassé les attentes. On rappelle, hein, Rodez maintenu dans des conditions un peu rocambolesques la saison dernière avec l'histoire à Bordeaux, donc qui a vécu quand même un été très traumatisant, qui s'est fait un peu attaquer de toutes parts. Et finalement, comme l'a dit le président Pierre-Olivier Murat, ça a complètement soudé le club, cette affaire extrasportive. Et ils se sont pas posé de questions. Ils ont attaqué la saison voilà, sans complexe. Peut-être aussi cette peur, à un moment donné, de descendre, elle a dû provoquer un petit sursaut d'orgueil avec tout ce qui s'est passé. Et dès le début, ça s'est bien goupillé. Didier Santini, je trouve qu'il a totalement compris comment manager ce groupe. Franchement, il a eu l'adhésion des joueurs. Les joueurs ont tout donné. Un style de jeu très 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 généreux, quelquefois du pressing haut, quelquefois de la transition avec des flèches devant Corredor ou Ntonji. Enfin, franchement, c'était souvent à l'image de Pau, c'est un club avec lequel on s'ennuyait vraiment jamais, jamais, jamais. Il se passait toujours quelque chose. Ils arrivent à terminer 4e de la saison régulière, ils vont jusqu'au play-off 2. Bon, ils finissent par s'écrouler un peu sur les rotules de fatigue au bout du marathon, mais voilà, que dire de cette saison qui est tout simplement excellente pour Rodez. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, messieurs. Non, tout a été dit. Donc, félicitations. On parlait de plaisir avec Pau et même avec Auxerre un peu. Rodez, pour moi, c'est la définition du plaisir sur cette saison. Et en plus, un très bon exemple pour les équipes qui ont un plus petit budget pour montrer que c'est possible aussi. Donc, et ça part aussi du recrutement, hein. Par exemple des Taibi qui a été excellent au milieu de terrain, en défense par exemple les Boma qui ont eu du temps de jeu. Enfin, franchement, il y a une cellule de recrutement qui bosse très très bien à Rodez avec peu de moyens, il faut le souligner, et ils arrivent toujours à lancer ou à relancer des joueurs aussi comme Lorenzo Rajo qui était relancé après Clermont. Enfin, franchement, c'est top leur travail, et attention parce qu'ils seront plus attendus l'année prochaine, hein, par contre. Là, ils seront attendus au tournant et c'est là où il faudra confirmer, où ce sera peut-être un peu à l'image d'un club comme Bastia l'année passée. Ils vont être attendus au tournant et on sera peut-être plus sévère l'année prochaine. Mais en attendant, Rodez, vraiment, saison excellente. Meilleur joueur de la saison, Julien, rapidement? Pour moi, c'est Corredor, parce qu'il a montré plus sur les playoffs. Karel? Monsieur Kylian Corredor. Étienne? Corredor aussi, parce que c'est un peu l'âme de ce club, parce que c'est un peu lui qui a sauvé l'équipe de la relégation les 2 saisons précédentes, faut pas l'oublier, il a été décisif à chaque fois. Après, on peut citer Rajo, qui est un excellent joueur aussi. Ouais, et j'ajouterais Giovanniac, je trouve, au milieu aussi, pareil, un peu dans ce côté travailleur de l'ombre, qui a même joué gardien, on se rappelle, ce match totalement fou pour remplacer Mpassi. Donc, Giovanniac, petite belle, voilà, encore une fois, un joueur qui s'est parfaitement relancé après une année blanche du côté de Nancy. La SSE, les gars, est-ce que vous penchez plutôt pour excellent ou satisfaisant, Julien? Satisfaisant pour moi. Karel? Satisfaisant. Étienne? Satisfaisant aussi. Eh bien, moi aussi, je partais plutôt sur satisfaisant. Karel, pourquoi satisfaisant? Pourquoi satisfaisant? Parce que, alors, chapeau pour cette montée via les playoffs, parce que quoi qu'on en dise, on peut parler du match retour qui a été, à mon sens, raté à 11 contre 10, disons-le, mais on peut aussi parler du match aller où je trouve qu'il surdomine totalement cette équipe de Metz et où il manque de réalisme et surtout il manque de tranchant en seconde période. Après, pas excellent parce que sur la saison, et je le disais même avant les playoffs, je trouvais que dans le contenu, il y a eu des moments où ça a été mitigé, où ça a été timide aussi parce qu'il y a eu des périodes beaucoup moins bonnes. On n'a pas été sur une régularité de résultats à la Auxerre, par exemple. Et on peut pas parler de surprise comme Pau ou Rodez parce que c'est une équipe qui était attendue. Maintenant, elle a répondu aux attentes, donc chapeau. Mais ça n'a pas été assez bon et de manière assez régulière pour moi pour être dans excellent. Ceci étant dit, je le redis, grand chapeau pour la montée parce que on l'a vu, c'est vraiment pas facile via les playoffs. Ouais, Étienne? Oui, pareil, je peux pas mettre excellent parce qu'il y a eu des trous d'air dans la saison, notamment celui qui a mené au changement d'entraîneur. C'est une équipe qui a un énorme potentiel offensif, surtout à partir de l'hiver quand il y a eu l'arrivée de Cardona.
Bon, après, parfois, on a trouvé que cette équipe pouvait peut-être faire plus offensivement. On trouvait qu'ils tuaient pas les matchs, notamment à chaque fois, ils menaient 1-0 à Geoffroy Guichard, là, et plusieurs fois, on les a vus se faire peur un petit peu inutilement, mais bon, voilà, je dirais pas que c'est la moindre des choses que Saint-Etienne remonte, mais c'était quelque chose d'attendu, ils l'ont fait, c'est bien. Après, il n'y a pas d'exploit non plus. Voilà. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est satisfaisant parce que l'objectif monté est atteint, mais on se souvient quand même que la SSE avait les cartes en main à un moment donné pour monter directement. Et ils ont quand même raté leur fin de saison. Et ils ont failli, ça a failli coûter cher avec ces barrages. Ils ont réussi à s'en sortir, mais ça aurait pu leur coûter cher de laisser filer cette deuxième place à Angers, alors que jusqu'à la 38e journée, en gagnant à QRM, on le rappelle, ils montaient directement. Donc moi, c'est pour ça que je mets satisfaisant perso. Je sais pas si toi, Julien, c'est un peu pareil. Ouais, disons que le début de saison, en tout cas jusqu'en novembre, jusqu'à la mi-novembre, c'est indigne d'un club comme la Saint-Etienne. Et j'étais inquiet de les voir malheureusement relégués dans la catégorie saison ratée comme Bordeaux. Voilà, c'est un club qui ne doit pas s'éterniser en Ligue 2. Le fait qu'ils remontent, c'est dans la norme en fait. Voilà. Ils font ce qui est attendu d'eux. C'est satisfaisant. Ils auraient dû même se simplifier la tâche justement sans ce gros trou d'air comme tu l'as dit. Bon, voilà. Heureusement, tout est bien qui finit bien pour Saint-Étienne qui se fait racheter en plus donc dans la foulée. Il y a un nouveau chapitre qui arrive chez les Verts et je pense qu'ils en avaient besoin aussi de tourner un peu la page des dernières saisons ratées et enfin partir sur quelque chose de neuf. Meilleur joueur, selon toi, Julien? Est-ce que c'est possible de dire Irving Cardona quand il fait qu'une demi-saison? C'est possible, c'est possible. Non, Larsonneur quand même. Larsonneur, Karel? Ok, moi je dis Irving Cardona. Étienne? Je dis Larsonneur et je demande, est-ce qu'on va faire une 6e colonne en violet foncé pour les clubs qui restent? Ouais, ça pourrait. Juste rapidement, moi je mets en avant aussi Mathieu Cafaro parce que Cardona est arrivé au milieu de saison, mais je trouve que Cafaro ça a quand même été l'un des joueurs les plus réguliers et encore décisifs lors des barrages. On va faire, si vous voulez, on fait Troyes et Valenciennes en même temps, on les met dans saison ratée, j'imagine. Hein, oui. On va pas mettre de suspense où il n'y en a pas. Troyes et Valenciennes, donc deux clubs qui sont relégués en national. Troyes qui termine à la 17e place avec 41 points. Valenciennes, bon dernier avec 29 points seulement. Bon, deux clubs qui sont passés au travers cette saison. Il n'y a pas d'autre mot. Alors Valenciennes, messieurs, on l'a très vite compris. Rien n'a fonctionné. Ils ont été rachetés par Sport République. Georges Massiel n'a jamais réussi malheureusement pour sa première expérience sur le banc comme numéro 1 à enclencher une dynamique positive. Une seule victoire sur ces 17 premières journées. Il a fallu attendre la 22e journée pour avoir la deuxième victoire de la saison de Valenciennes. On a très vite compris que ça fonçait droit vers le national, malheureusement. Saison ratée, malgré tout, il y a l'embellie demi-finale de Coupe de France qui vient un peu égayer ça, mais sur le long terme, évidemment, les supporters auraient préféré une élimination au 7e tour et se maintenir, je pense, plutôt que l'inverse, même si ça a créé des belles émotions pour les supporters valenciennois. Mais malgré tout, évidemment, saison ratée, quand tu termines dernier avec autant de retard sur le maintien, 17 points de retard, aussi peu de victoires. Voilà, ils ont commencé à mieux jouer une fois que le coup-près était tombé parce qu'il y avait peut-être plus cette pression. Ils jouaient un peu plus libérés et voilà, et contre des adversaires aussi parfois qui n'avaient plus grand-chose à jouer. Mais saison totalement ratée pour Valenciennes. Qui veut parler de Troyes, de résumer un peu la saison de Troyes qui est inspirée par les Stacks? On aurait des choses à dire sur Troyes. Hein. Ça a été catastrophique depuis le début. Enfin, on a très vite compris que ça allait être compliqué avec Patrick Kisnorbo. Le club a mis un temps mais insensé à changer son idée, quoi, parce que il fallait faire quelque chose et puis finalement c'était trop tard. Puis l'effectif était quand même très jeune, peut-être trop jeune pour se retrouver dans une situation pareille, voilà, avec ça a craqué de tous les côtés. Non, c'est catastrophique. Hein, voilà, maintenant, je sais pas, ouais, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais autant Valenciennes, je leur trouve des circonstances atténuantes, autant pour les Stacks. C'est ça, en fait. C'est 0 pointé. De A à Z. Pour moi, c'est 0 pointé. C'est exactement comme ça qu'il ne faut pas gérer un club de foot. Et je comprends bien qu'ils ont la vision.
ouais, vision à 10 ans, on va faire un centre d'entraînement. Les relégations, bon, d'accord, c'est un retard dans notre planning. Je les paraphrase même pas, hein, c'est pas la communication du club. Mais on voit bien que le fait que 3 descendent, ça les dérange pas plus que ça, quoi. Qu'ils vont faire leur plan, que voilà, ailleurs, dans les autres clubs du City Group, ils ont leur petite tambouille qui a bien marché pour Gironde, pour d'autres clubs en Belgique, ailleurs. Voilà, j'ai bien l'impression que les mecs ils sont pas décidés à changer de plan. Sauf que peut-être qu'ils n'ont pas pensé que voilà, le football français a aussi ses spécificités, que tout ne peut pas s'appliquer partout. Et si les stacks et en national, bon, on se doute bien que le plan va être de remonter le plus vite possible, mais si tu ne remontes pas en 1 an, en 2 ans, est-ce que City va continuer à donner des millions et des millions tous les ans pour éponger tes dettes qui vont être abyssales, parce que, mine de rien, ils vont avoir un budget énorme pour le national. Est-ce qu'ils vont pas se dire, bon, bah, on en a marre, on lâche le club pour 1 euro symbolique pour arrêter les frais là. Et là, ils auront mis les stacks dans la ouais, je n'ai pas envie de dire dans quoi. mais voilà. Non, dans l'embarras. Non, mais c'est ça qui m'embête. Si jamais City nous montre que dans les 5-10 prochaines années, il remonte un projet cohérent, bon, dans ce cas-là, on pourra dire, bon, bah, ça aurait été le strict minimum. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire autre chose que 0 sur 20 quoi, pour la gestion des stacks. C'est calamiteux. Je pense que tu as parfaitement résumé la situation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, si on devait sortir un joueur de VA et un joueur de 3, c'est pas évident. Ouais. Un joueur de 3, je dirais quand même, allez, peut-être Rafiki Saïd voilà, sur la, pas sur l'intégralité de la saison, mais en tout cas par moment, ça a été l'un des meilleurs joueurs. Et puis du côté de Valenciennes, j'ai envie de citer, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ouais, peut-être Julien Masson. Ouais, j'allais dire Geoffrey Cuffo, Julien Masson, parce que c'est un peu les âmes des clubs, ils n'ont jamais lâché, ils sont là depuis longtemps. Malgré tout, même si ça a été compliqué, ouais, ils n'ont jamais lâché et ils étaient importants, mais ouais, c'est vrai que Valenciennes, c'est vraiment collectivement, quoi. Collectivement, ils ont vraiment pas été au niveau tous collectivement, quoi. Et pour moi, 3, ça y doit. Pour moi, c'est Chavalrin et puis Louchet. Ouais, c'est vrai, Louchet. Ouais, c'est vrai qu'il a fait des sacrés matchs aussi, surtout en coupe. Ouais. Carrel. Moi, je disais Masson pour Valenciennes et Saïd que j'allais citer pour les stacks, et on peut dire Elisor sur la seconde partie de saison. Je triche un peu, j'en donne un par phase aller, phase retour. Et toi, Etienne? Ouais, c'est Saïd, qu'on avait déjà vu pas mal à Nîmes l'année passée. C'est vrai que j'étais impatient de le voir dans une équipe qui n'était pas catastrophique, et malheureusement, c'est encore pas mal passé pour lui. Et côté valenciennois, j'ai bien aimé l'éclosion de Manga Foé Ondoa. Voilà. C'est vrai, au milieu de terrain. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu parce que c'était plus sur la fin, mais en tout cas, il a montré des très belles choses, et en coupe également. Voilà, en tout cas, pour le bilan de cette saison 2023-2024. 4 clubs en excellent, 5 en satisfaisant, 2 en moyen, 5 en décevant et 4 saisons ratées. C'est assez équilibré. Finalement, des bilans moyens, très peu, parce que hormis Amiens, même quand on a hésité, enfin ça aurait pu être dans beaucoup de cas finalement. Donc bilan assez équilibré. Forcément, vous serez d'accord ou pas avec nous, mais ça, c'est la magie des débats. On vous laisse commenter. Dites-nous si vous supportez tel ou tel club. Voilà ce que vous avez pensé de la saison de votre club. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, vous avez tout à fait le droit, évidemment. Et en tout cas, voilà, on a vécu une saison très riche en émotions. Encore une fois, du suspense en haut de tableau, un petit peu moins en bas de tableau, mais quand même, ça a été assez serré pendant longtemps. Et puis, on se retrouvera pour des nouvelles émissions la saison prochaine, avec le passage à 18 clubs, avec l'arrivée de la VAR. On aura beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir été fidèles tout au long de la saison à Mali 2. N'hésitez pas à vous abonner
surtout à notre chaîne YouTube, voilà, qu'on est en train de bien développer. C'est très important pour nous de nous soutenir, de vous abonner, de mettre un like si vous avez aimé les vidéos pour nous aider à être mis en avant par YouTube. Et voilà, on vous souhaite un bel été et on vous retrouve la saison prochaine pour de nouveaux épisodes. Merci Julien, merci Karel, merci Étienne. On se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. À la prochaine. Salut.